bonsoir. Eh bien, en effet, ce soir, notre émission se déroule en public et nous avons la joie de retrouver pour la deuxième semaine de La Tête et les Jambes les sœurs Cousin qui sont sur le plateau. Bonjour, mesdemoiselles. Bonsoir, monsieur Bellemare. Vous me paraissez encore plus ému cette semaine que la semaine dernière. C'est bien possible. En général, ça s'arrange au fur et à mesure des semaines. Chez vous, ça s'aggrave. Oui. Bien. Alors, Véronique. Oui. Bon. Qu'est-ce qui fait que vous êtes plus tendue cette semaine que la semaine dernière? C'est une habitude chez moi, le début c'est passable, et puis ça s'amplifie au fur et à mesure. Bon. Et puis on a une semaine assez nerveuse, assez éprouvante, et voilà. Et Marie-Geneviève? Moi, c'est pareil. C'est pareil. Oui, on a couru, Ah oui. on a beaucoup lu, on a beaucoup travaillé. Bon, alors je vais vous demander justement, Marie-Geneviève, comment vous travaillez, s'il vous plaît? Comment vous préparez ces questionnaires? Comment vous préparez-vous à cette émission La Tête et les Jambes? Bien, c'est un peu difficile. Depuis toujours, j'aime l'histoire. Et disons que les détails s'accumulent au fur et à mesure Oui. de mes lectures. Et alors, vous revoyez vos lectures actuellement? Oui. c'est ça Oui. Véronique, vous faites ça Oui, aussi? oui, également, oui, Oui, bien sûr. également. Vous partagez le travail? Non, Non. pas du tout. On travaille chacun de son côté, le même sujet. Bien. Et après ça, vous Et après confrontez ça, exactement. vos On se opinions. pose des questions. Oui. Bon, eh bien, nous allons, pour la deuxième semaine, bien sûr, avoir à nouveau les jambes. Ces jambes, ce sont celles de Geneviève Gambillon, 2 fois championne du monde, championne de France, médaille d'argent au dernier championnat du monde. Alors, à vous, Roger Coudert, pour les jambes. Eh bien, elle a été 5 fois championne de France, pas une fois, 5 fois. Et Geneviève Gambillon a eu peur il y a quelques secondes lorsque sont passés sur l'antenne, d'Antenne 2, les signes du zodiaque. Elle a vu passer le cancer, c'est son signe, c'est le mien également, et il pleuvait sur le cancer. Mais il fait beau sur l'autoroute A86, et c'est très bien comme ça. Alors Geneviève, en forme, vous étiez dans une forme terrible lundi dernier, et ça a l'air d'aller aussi aujourd'hui. On fera le maximum, on verra le résultat. Vous avez préparé dur cette semaine? Oui, comme l'autre semaine, toujours l'entraînement sérieux. Mais le matin, vous vous levez toujours de bonne heure pour vous entraîner et pour prendre le travail à la clinique, comme aide-soignante, toujours. C'est exact, oui, toujours. Je n'ai pas changé mon emploi du temps. Lilière, c'est contente de vous, votre entraîneur. Elle s'entraîne sérieusement et je pense qu'elle devrait bien faire. Eh ben alors, j'espère qu'elle va bien faire, mais ce soir, Pierre Bellemare va nous donner les temps qu'elle doit accomplir sur 2 kilomètres. À vous, Pierre. Bien, en effet, sur 2 kilomètres ce soir, Geneviève Gambillon devra accomplir 2 minutes 46 secondes. Donc 4 secondes de moins que la dernière fois. Pourquoi? Eh bien parce que c'était une épreuve tout à fait nouvelle pour Geneviève Gambillon. Il nous a fallu rectifier un petit peu les temps avec l'accord de Geneviève Gambillon et de son entraîneur. Donc 2 minutes 46. Pourquoi ne sommes-nous pas descendus plus? Tout simplement parce que la semaine dernière était particulièrement favorable puisqu'elle avait le vent dans le dos et qu'à partir du moment où le vent est nul ou il est légèrement de face, cela change complètement la physionomie de l'épreuve. J'espère que tout va bien se passer. Je vous rappelle, par semaine, 5 épreuves. Dans chaque épreuve, 2 questions. Il faut répondre parfaitement à tout, mais attention, vous disposez de 3 droits à l'erreur que vous pouvez placer comme vous le désirez, mais un seul droit à l'erreur par épreuve. D'accord? D'accord. Nous sommes d'accord? Parfait. Eh bien, nous allons poursuivre notre voyage à travers l'histoire de France en nous intéressant plus particulièrement, puisque nous racontons l'histoire des Françaises, aux Françaises qui ont fait la France. La semaine dernière, nous nous sommes arrêtés à Jeanne d'Arc. Grâce à elle, l'élan a été donné. Charles VII poursuit l'Anglais. Son fils Louis XI, habile homme s'il en fut, continue son œuvre. Et nous arrivons en 1483. Louis XI meurt et son fils, Charles, monte sur le trône. Voici la première épreuve. Eh oui, comme vous pouvez le constater, cette couche n'est pas un lit de tout repos. C'est celle du royaume de France. 50 années durant, elle va être un objet de convoitise. Et ne vous en déplaise, messieurs, les femmes vont y régner en maître, autant qu'en maîtresse. Lorsque Charles VIII devient roi, il n'a que 13 ans. C'est donc son cousin, Louis d'Orléans, qui assume la régence. Puis la cède à son ennemi, Anne de Beaujeu. Pas pour longtemps d'ailleurs, car le petit Charles, devenu majeur, épouse une jeune héritière qui apporte modestement dans sa corbeille de noces une grande province. C'est Anne de Bretagne. Ils seront heureux, auront beaucoup d'enfants, qui hélas ne vivront pas. Comble de malchance, un jour le roi heurte de front le chambranle de la porte.
et meurt bêtement, sans héritier. Revoilà Orléans. Il devient roi de France sous le nom de Louis XII. Son premier soin est de demander la main de la veuve de Charles VIII, Anne de Bretagne. Ils seront heureux, auront beaucoup d'enfants, mais hélas, les mâles ne vivront pas. Anne de Bretagne meurt à son tour. Louis XII, pressé d'avoir un héritier, se remarie aussitôt avec Marie d'Angleterre. Marie est pleine de santé, elle est jeune, le roi est vieux, Louis met les bouchées doubles. Il lui faut à tout prix un héritier. 6 semaines après son mariage, Louis XII meurt d'épuisement. La couronne revient à François Ier, fils de Louise de Savoie, qui astucieusement va faire monter dans le lit royal Claude, fille d'Anne. Grâce à elle, la Bretagne reste définitivement française. Ainsi va l'histoire. Merci, Madame, de nous avoir permis de survoler cette période de notre histoire aussi lointaine que bien remplie. Bien d'autres femmes feront parler d'elle, mais dès cette époque, il en est une qui gagna sa célébrité par le fait que François Ier l'acheta à un homme de génie pour la placer dans sa salle de bain. C'était une étrangère, il est vrai, mais on murmurait déjà que par la seule vertu de son sourire, son règne durerait des siècles, et ce n'est pas vous, Madame, qui aujourd'hui nous direz le contraire. Eh bien, voici nos 2 premières questions pour cette première épreuve. Marie-Geneviève et Véronique Cousin. Je vous rappelle que vous disposez de 3 droits à l'erreur, que vous ne pouvez remplacer qu'un par épreuve. Donc, un sur l'une des 2 questions. Nous sommes d'accord? D'accord. Vous avez décidé de les placer au début ou à la fin? On verra, ça On dépendra de la de question. l'évolution Bon. des choses. Alors, vont apparaître sur cet écran les noms de personnes dont on vient de parler, d'ailleurs, pour la plupart, c'est-à-dire Marie d'Angleterre, Anne de Beaujeu, Anne de Bretagne, de Savoie, Jeanne de Valois. Nous voyons d'abord Marie d'Angleterre. À chaque fois, je vais vous faire une affirmation concernant ces personnes. Vous me direz si c'est vrai ou si c'est faux. C'est aussi simple que cela, et nous vérifierons après. Alors, pour Marie d'Angleterre, je vous dis, écoutez-moi bien, elle simula une grossesse, notamment à l'aide d'un coussin. Vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai, alors nous barrons le faux et nous laissons le vrai. Nous passons à Anne de Beaujeu. Anne de Beaujeu était surnommée la Petite Anne. Non, je ne Je pense ne crois pas, non. Pourquoi? Elle était surnommée Madame la Grande. C'est pas tout à fait pareil. C'est pas tout à fait la même chose. Donc c'est faux. Nous passons à Anne de Bretagne. Anne de Bretagne avait un pied beau. Elle Elle boitait. oui. Elle boitait. Elle boitait. Vous êtes d'accord? Oui. Bien, alors c'est vrai. Nous enlevons le faux. Nous passons à Louise de Savoie. Louise de Savoie fit la paix des dames. C'est Oui. exact. Oui. Avec, Avec Marguerite d'Autriche, d'Autriche. la tante de Charles Quint. Eh bien, nous allons donc laisser le vrai. Et enfin, nous avons Jeanne de Valois. Jeanne de Valois, première femme de Louis XII, nous sommes bien d'accord. Alors, fut la femme la plus dévergondée de son temps. Pas du tout, c'est Sainte-Jeanne. Elle est sainte, Sainte-Jeanne de France, donc c'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça. Pas Bien, du tout. alors c'est faux. Voilà, donc on enlève le vrai. Voici donc vos réponses. Est-ce que, au vu de ces réponses que nous regardons tous en même temps actuellement, vous prenez sur cette première question un droit à l'erreur? Non. Non. Non? Non. Tout va bien, vous êtes très sûr de vous là? Oui. Bon, alors on va vérifier. Je vous ai dit, Marie d'Angleterre simula une grossesse à l'aide d'un coussin. On m'a dit que c'était vrai. Vrai, tout va bien. Anne de Beaujeu était surnommée la Petite Anne. Vous m'avez dit que c'était faux. Faux, vous avez raison, en effet, c'était Madame la Grande, c'est tout à fait juste. Anne de Bretagne avait un pied beau, vous m'avez dit que c'était vrai. C'est vrai, en effet, elle avait un pied beau, c'est tout à fait juste. On l'appelait aussi Anne en sabot, n'est-ce pas, vous vous en souvenez? Louise de Savoie, je vous ai dit, fit la paix des dames. C'est vrai, vous avez raison. Et enfin, Jeanne de Valois, je vous ai dit que c'était la femme la plus dévergondée de son temps. Vous m'avez Au dit non, contraire. c'était Sainte Jeanne. Vous avez parfaitement raison. C'était une sainte femme. Eh bien, tout se passe bien pour l'instant. Première question réussie. Nous allons passer dans le décor voisin pour parler chiffon, car en général,
c'est un passe-temps quand même des dames, vous l'admettrez. Alors, voici une dame du temps, disons Anne de Bretagne, si l'on veut, n'est-ce pas? Et quelques accessoires ou parties de vêtements qu'il va falloir appeler par leur nom d'époque. Alors, nous allons tout d'abord vous demander comment se nommait cette coiffe, ensuite comment se nommait cette ceinture, comment se nommait ce crochet qui est là, très particulier, comment se nommait cette robe, en fait, qui est sous la robe précédente, vous voyez, qui est là, et enfin, comment tout simplement se nommer ces chaussures, je dirais. Alors, les noms sont là, sur cette table. Nous avons, je les lis, le chaperon, la surceinte, les échappins, le troussoir et la cotte. Alors, commençons par le haut. Comment se nommait déjà la coiffure? C'est certainement le chaperon. Le chaperon? Oui. Le chaperon. Bien. Je vous demande de vous mettre un peu plus vers le fond, de manière à ce qu'on voit toutes les deux. Le chaperon, voilà qui est parfait. Donc, je place le chaperon ici. Nous sommes d'accord. Bien. Ensuite, comment se nommait cette ceinture? Vous avez la cotte, le troussoir, la surceinte, les échappins. La surceinte? La surceinte, dit Marie-Geneviève. Oui. Vous êtes d'accord, Véronique? Oui, je crois. Oui, elle suit sa sœur. Alors, la surceinte, Oui. on y va. Bon, la surceinte. Bien. Là, maintenant, nous avons, pour ce crochet, nous avons la cotte, le troussoir et les échappins. Le troussoir doit être le crochet, puisqu'on doit pouvoir retrousser la robe et l'accrocher à ce... Oui, c'est pour dire que ces personnes avaient des robes assez encombrantes. Oui, justement. Donc, elles les accrochaient pour se déplacer, c'est bien Je cela. crois, oui. Donc, le troussoir, c'est Oui, ça? Je pense. Bien, pour se trousser, en quelque sorte. Exactement. Bon. Ensuite, eh bien, mon Dieu, cette robe de dessous, comment la nomme-t-on? La cotte. La cotte. Et bien entendu, pour les chaussures, vous mettez les échappins. Nous sommes Oui, d'accord? d'accord. Bon, voilà. Vous regardez vos réponses et vous me dites si vous prenez à droit l'erreur. J'hésite pour les deux là-haut. Non, je crois que ça doit être... Oui. Pas de droit à l'erreur. Non. Pas de droit à l'erreur. Non. Bien. Alors nous vérifions. Le sort en est jeté. Pour la coiffe, le chaperon. Vous avez raison. Pour la ceinture, la surceinte. Vous avez raison. Pour ce crochet qui permettait en effet de se trousser et d'accrocher sa robe, le troussoir, c'est vrai. Pour cette robe de dessous, la cotte, vous avez parfaitement raison. Et enfin, bien sûr, les échappins, c'est le nom d'origine des escarpins, tout simplement. Vous avez raison, bien sûr. Bonne réponse partout, le sans faute, bravo, mesdemoiselles, le sans faute sur les deux premières questions sans avoir besoin de votre droit à l'erreur. Le trac a-t-il un peu passé? Ça passe, oui. Ça va passe. beaucoup mieux. Bon, vous devez rassurer également Geneviève Gambillon qui là-bas souffle. Enfin, elle souffle, c'est une façon de parler, car vous savez qu'en ce moment, elle Elle pédale pédale. sur son petit home trainer. Bien. Oui. Eh bien, maintenant, nous allons passer à l'épreuve suivante, et pour cela, nous allons rendre une petite visite à Madame Henri II, j'ai nommé Catherine de Médicis. Voici la deuxième épreuve. La scène à laquelle nous allons vous faire assister apparaît-il réellement exister? De nombreux auteurs la relatent. Nous sommes en 1560. Henri II est mort depuis un an. Sa veuve, Catherine de Médicis, s'est retirée au château de Chaumont en compagnie de son mage Cosimo Ruggieri. La tempête est propice à la magie. Vuoi sempre sapere, Caterina? Oui, je veux savoir, Cosimo. Je veux savoir. Non hai paura della verità, Caterina? Tu m'as habitué à prévoir le pire, Cosimo. Je veux savoir lesquels de mes fils seront rois de France et connaître la descendance des Valois. Stati dimostrativi confusionis temperatus veritas quia politisas charisma. Allora, vieni. Guarda, guarda,
Lo specchio va a parlare. Alors qu'il parle, qu'il ne me cache rien. Le Médicis n'a pas peur de voir la vérité en face. Guarda, guarda. François. François. Explique, Cosimo, explique. Un anno. Il règne durerà un anno. Il régnera seulement 1 an. Pauvre enfant. Combien régnera-t-il? 15 anni, Majestat. 15 ans. C'est mieux. Mais les Valois ont besoin d'une descendance. En aura-t-il? Guarda, guarda. 15 anni. 15 anni. 15 ans aussi. C'est peu pour s'imposer. 31 ans pour les 3 premiers et il en reste un. Et c'est bien le diable si d'ici là les 2 autres ne m'ont pas fait quelques bambini. Les Valois ne sont pas prêts de s'éteindre, Cosimo. Grazie. Guarda. Qu'est-ce que c'est celui-là? C'est Antoine? Mais non, ce n'est pas le petit. C'est un fils des 2 autres alors. Mais je le reconnais. C'est l'Huguenot. Non, è possibile, Cosimo. Lui, non. Sì, Caterina. Maudit soit le Bourbon du diable. Combien? 21 anni. 21 anni. 21 ans qu'il aille au diable, lui et ses hérétiques. Je les tuerai tous. Tous. Je les tuerai. Et ce fut l'horrible massacre de la Saint-Barthélemy. 20 000 morts. 20 000 morts à l'actif de cette reine qui ne put cependant, malgré cela, empêcher la couronne de France de passer aux Bourbons. Alors, mesdemoiselles, cousins, nous allons vous présenter 5 femmes célèbres, je dis bien, au temps des guerres de religion. J'ai là, d'abord, Jeanne d'Albret. À ses côtés, la duchesse de Bouillon, Catherine de Bourbon ensuite, Louise de Coligny et enfin Catherine de Montpensier. Je signale qu'un T s'est un peu égaré dans son nom, c'est M-O-N-T-P-E-N, mais enfin ce n'est pas grave. Bien. D'autre part, j'ai ici des petites croix, comme vous le voyez, des petites colombes. Alors, si vous considérez que ces femmes étaient catholiques, vous leur donnez une croix, c'est extrêmement simple. Si vous considérez qu'elles étaient protestantes, vous donnez une colombe. Voilà en quoi consiste l'épreuve. C'est la première question, donc, que je vous pose. Je vous rappelle, vous avez encore 3 droits à l'erreur. Vous ne devez pas utiliser un seul droit à l'erreur par épreuve. Bien. Alors, commençons par Jeanne d'Albret, à votre avis. Oui, elle était protestante. Oui, c'était la mère de Henri Henri IV. IV. Et elle était protestante. Protestante. Ensuite, la duchesse de Bouillon, qui était née, si je ne me trompe, Charlotte de la Marque. Nous ne sommes pas sûrs. Là, c'est le problème, oui. On peut passer à Catherine de Bourbon? Nous pouvons passer à Catherine de Bourbon. Catherine Je de crois que Bourbon. c'était la sœur de Henri IV. Et elle était Elle restée était protestante. protestante. Catherine de Bourbon, protestante. Louise de Coligny aussi. Oui. Louise de Les Coligny, qui étaient suit ensuite, protestantes également. protestante aussi. Oui. Protestante. Catherine de Montpensier, c'était la sœur La sœur d'Église. d'Église, elle était C'était bien sûr catholique. Bien sûr catholique pour Catherine de Montpensier. Voilà. Alors maintenant, La duchesse de Bouillon. il nous reste la duchesse de Bouillon et Charlotte de la Marque. Il me faut une réponse. Je vous donne 30 secondes. Catholique. Catholique. Il me semble, catholique. Je mets la croix. Pas de regret. Allons-y. Non, pas de regret. Droit à l'erreur ou pas? Non. Non? Non. Vous y allez. Bien. Alors, nous vérifions. Jeanne d'Albret m'avait dit qu'elle était protestante. Vous avez mis la colombe. Je retire le petit insigne. Vous avez raison.
La duchesse de Bouillon, vous avez dit qu'elle était catholique. Je regarde. Protestante. Aïe, aïe. Aïe, aïe. Une erreur, et il ne faut pas en faire, vous le savez. Oui. Catherine de Bourbon, regardons quand même. Oui. Protestante, vous avez raison. Louise de Coligny, protestante, vous avez raison. Et enfin, Catherine de Montpensier, catholique, vous aviez raison. Malheureusement, il y a une erreur, mesdemoiselles. Une erreur dès la première question. Si bien que pour cette épreuve, vous ne connaîtrez jamais la deuxième. Mais cela dit, nous allons tout de suite, bien sûr, passer aux jambes. Et je demande à Geneviève Gambillon de prendre le départ, les premiers 2 km en 2 minutes 46. Premier rattrapage des jambes, Roger Coudert. Eh bien, Geneviève est sur la rampe de lancement avec son entraîneur, Lily Hers, et près d'elle également, Henri Lipens qui va donner le départ. Alors, vous l'avez rappelé, Pierre, je le répète, 2 km en 2 minutes 46 secondes. Alors attention pour le départ, Noël est en train de serrer ses calpiers en ce moment. Elle était sur son entraîneur, vous avez pu l'apercevoir en train de s'entraîner jusqu'à présent pour s'échauffer. Et maintenant, elle est prête. Alors quand vous voudrez, messieurs. 4, 3, 2, 1, c'est parti. Elle est partie très vite, Geneviève, très très vite. Elle-même en danseuse sur le plat n'a pas encore atteint la montée, la côte. Elle est maintenant sous la caméra de notre ami Laviron qui la suit dans le camion. Elle est près de moi, le visage tendu. Elle est en haut de la montée maintenant. Elle devrait passer les 500 mètres. D'après les temps qu'elle a déjà effectués en 31 secondes, nous allons voir aux 500 mètres combien elle est. 500 mètres, top 500 mètres, monsieur le chronométreur, combien aux 500 mètres? 44 secondes. Oh là, elle est en retard là. Elle est en retard sur son temps là. Et pourtant elle est partie, elle m'avait donné l'impression d'aller très très vite, couchée sur sa bicyclette. Elle vient de mettre son développement 53-15, elle est partie sur un 46-15 et maintenant elle enveloppe terriblement. Il n'y a pas de vent, presque pas de vent, il fait très beau. Et elle est vraiment cernée par les caméras, car il y en a plusieurs, mais en ce moment, vous la voyez en gros plan, grâce à notre caméra qui la suit. 1,20 au millimètre. Elle a rattrapé un petit peu. Elle est encore un peu en retard sur son temps, mais à la descente, elle a rattrapé. Il faut dire qu'après la bosse, il y a une descente, évidemment. Et là, elle a appuyé. Vous voyez son visage. C'est bouleversant de voir cette petite, le Gambillon. On l'appelle la Gambille. Appelons la Gambille. Tous ses amis l'appellent la Gambille. Mais la Gambille, il va. Elle a des jambes puissantes, une volonté, ça l'entraîneur me l'a dit, extraordinaire. On va arriver maintenant aux 1500 mètres. Je me penche à la portière pour la regarder. Elle y va, la petite, elle y va. Monsieur le chronométreur, surveillez bien les 1500 mètres, car nous sommes un peu aveuglés par les projecteurs. 2 minutes 3 secondes. 2 minutes 3 secondes. Elle est un peu en retard encore, mais enfin elle doit refaire ça sur la fin. Là j'ai l'impression qu'elle peine. Elle peine. Ah, elle peine incontestablement. 2,29. 2,29 pour 1800 mètres. J'avais 2,26 pour les temps maximum évidemment, mais là je crois qu'elle doit y arriver. Nous approchons de l'arrivée. C'est un vrai sprint maintenant. Elle ouvre la bouche, elle est à la recherche de sa respiration. Il y a beaucoup de monde à l'arrivée qui l'ont encouragé. Vous avez combien, monsieur le chronométreur? Bon alors, on va demander à l'autre chronométreur. 2,46, 1. 2, 46, 1. Voilà, c'est 2,46 ici. Roger! Ah, attendez là, c'est très grave. Roger! Oui. Vous m'entendez? Je vous entends, Le oui. chrono électronique passe, nous avons eu le ralenti, j'ai demandé à Jacques Ruttmann de le repasser. L'électronique donne 2,46 pile à la ligne, regardez! Rien du tout. Regardez! Stop! Regardez là, elle est sur la ligne! 2,46 juste! C'est extraordinaire, c'est exactement le temps qu'on lui demandait.
Roger, vite ses impressions, s'il vous plaît. J'en ai un qui a 2,46,1, l'autre 2,46. Roger, vous m'entendez? Non, Geneviève... Roger ne m'entend pas, là. J'ai l'impression qu'elle... Passez à Roger, passez à Roger. Allez. Venez vers moi, Geneviève, venez vers moi. Geneviève. Alors, messieurs les chronométreurs, voulez-vous sortir et vous entendre tous les deux? Je ne le vois pas, l'autre qui arrive. Monsieur le chronométreur! Roger Couder! Est-ce que Roger m'entend? Venez. Nous avons 2 chronométreurs officiels de la Fédération française. Mais je voudrais que vous regardiez Geneviève après l'effort vraiment terrifiant. Vous avez fourni sur la fin un effort terrifiant, vous ouvrez la bouche, vous êtes couvert de sueur et j'ai l'impression que vous avez souffert, non? Sur la fin. Ouais, pas mal, je sais pas. Bon, écoutez, alors on va connaître le temps maintenant. Les 2 chronométreurs sont là. Venez ici, monsieur. Alors, 2 minutes 46 secondes. Et vous? 2,46. 2,46 juste. Ben écoutez, Pierre Bellemare, je ne vous entends pas. Je ne sais pas si vous vivez cet instant comme je le vis en ce moment. Je suis absolument sidéré. Elle vient de faire 2 minutes 46 secondes. Les 2 chronométreurs se sont mis d'accord. 2 minutes 46 secondes. Juste. Ouf. On regarde encore une fois le passage. Regardez, elle passe bien 2,46 pile sur la ligne, c'est absolument certain. On reprend l'antenne ici au studio puisque Roger ne nous entend pas. Je crois qu'on peut applaudir ici également dans le studio Geneviève Gordillon. C'est absolument inouï car c'est très très rare de faire exactement le temps demandé. Et heureusement que Jacques Ruttmann sur place a le ralenti. Vous avez bien vu, nous l'a passé 3 fois. La roue avant du vélo, c'est ça qui compte, passe exactement sur la ligne à 2,46. Il n'y a aucun doute, d'ailleurs, les 2 chronos, l'un dit 2,46, 2,46,1, mais ce sont des chronos manuels qui sont moins précis, bien sûr, que notre chrono électronique. Eh bien, les sœurs Cousin sont rattrapées, mais de justesse, et je crois que les sœurs Cousin, maintenant, vont devoir faire très, très attention. Alors, pour cette 3e épreuve, nous allons quitter le studio. Comme chaque semaine, nous allons nous rendre en reportage en direct, toujours à l'extérieur. Et Jean-Paul Rouland, cette semaine, pour évoquer Marie de Médicis, s'est rendu au Palais du Luxembourg, le Sénat. Voici la 3e épreuve. En cette année 1631, Marie de Médicis regarde une dernière fois le décor unique de cette chambre, sa chambre. Elle l'a voulue somptueuse et digne du grand nom qu'elle porte, Médicis. Tout y est admirable. Tout se brouille un peu dans sa tête. Elle a tout perdu. Elle vient de prendre connaissance des mesures royales. Déclaration du roi sur la sortie de la reine, sa mère, et de Monseigneur, son frère, hors le royaume. Sa dernière carte, elle l'avait jouée voici 9 mois, ici, dans cette même chambre. Elle avait tenté de faire renvoyer le tout-puissant Premier ministre, le cardinal de Richelieu. Elle faillit réussir. Et puis son fils, Louis XIII, s'étant ressaisi, le cardinal retrouva sa place lors de cette fameuse journée des dupes. Et aujourd'hui, la voilà congédiée sans espoir de retour. Marie met de l'ordre dans ses papiers, ces précieux papiers que, grâce à la collaboration des Archives de France et de leur directeur, M. Jean Favier, ainsi que des archives du ministère des Affaires étrangères sous la direction de M. Martial de la Fournière, nous allons encore ce soir vous montrer pour la première et la dernière fois en direct. Voici ici l'acte d'achat signé du vendeur, François de Luxembourg. Et puis, au bas, celui de l'acheteur, Marie. Regardez cette signature, c'est la reine. En effet, cruelle injustice, ce palais devrait s'appeler aujourd'hui Palais Médicis, puisque c'est elle qui l'a fait tel que nous le voyons encore aujourd'hui. Et puis nous avons réuni dans cette chambre de Marie quelques lettres, des lettres d'autographe de feu son mari Henri IV, qui, sous un couvert badin, lui faisait cornette plus qu'il n'est permis de le faire. Voici ce livre qui contient les précieuses lettres écrites de la main même d'Henri IV. Je vous recommande votre santé
afin que, à votre arrivée, nous puissions faire un bel enfant qui fasse rire nos amis et pleurer nos ennemis. Malgré ses belles promesses, il lui en a fait voir de toutes les couleurs, le Béarnais. Elle se rappelle son entrée fracassante dans sa vie lorsqu'il se précipita dans sa chambre, à Lyon, alors qu'il n'était encore marié que par procuration. Une autre lettre, toujours de la main même, d'Henri IV. S'il était bien séant de dire que l'on est amoureux de sa femme, je vous dirais que je le suis extrêmement de vous, mais j'aime mieux vous le témoigner en lieu où il n'y aura témoin que vous et moi. Évidemment, il écrivait beaucoup, et sa maîtresse en titre en recevait parallèlement d'autres, comme celle-ci que nous citons par exemple. Mon cher cœur, nous venons de dîner, nous avons bien bu et sommes fort soûls. Je vous verrai devant que vous partiez de Paris, et vous chérirez, non comme il faut, mais comme je pourrais. Marie se rappelle aussi l'époque où il prit fantaisie au roi de prendre, en plus de sa maîtresse en titre, une petite jeunette de 15 ans, lui, vieillard de 55 ans, à l'époque. Oh, viu vivan, tre stupinho col duhuec, grande hest, tre semze hennu ofta, grande tempeste. C'est un proverbe béarnais. Il commence par un juron que je ne vous traduirai pas, et il dit « Trois pots autour du feu, grande fête, trois femmes dans maison, grande tempête. » Ne doutez point que je ne vous aime bien, car vous faites tout ce que je veux. C'est le vrai moyen de me gouverner. Aussi ne veux-je jamais être gouverné que de vous, que je baise 100 000 fois. Marie pense aussi qu'elle fut couronnée reine de France par la volonté d'Henri. Lui, le dompteur des princes et des grands, sut songer à l'avenir de son fils. Et pour éviter toute contestation, il la fit couronner et sacrer à Saint-Denis la veille même de son assassinat par Ravaillac. Regardez maintenant ce magnifique carnet. Il est aux armes de Marie-Antoinette qui l'a tenu souvent entre ses mains, comme cela. Dans ce carnet, le dernier nom inscrit est précisément celui de Marie de Médicis. Marie-Antoinette fit tout ce qu'elle put pour être sacrée, elle aussi. Et il est curieux de penser que Marie de Médicis fut la dernière reine de France officiellement consacrée, la veille de l'assassinat de son mari. La reine va donc partir en exil, elle y mourra dans la Gêne, et son fils donnera ordre de la faire rapatrier en France. Voici les instructions du roi à son ambassadeur près des Provinces-Unies pour qu'il facilite le retour à Saint-Denis du corps de la défunte reine, Madame ma mère. En bas de ce document, une signature précieuse, rare, parfaitement authentique, Louis, 13e du nom. Et voilà, c'est fini. Aujourd'hui, Marie de Médicis n'est plus qu'une fontaine dans un jardin public. Son décor même, à part cette chambre dans laquelle nous avons été conviés ce soir grâce à M. Blosisewski, conservateur en chef aux archives du Sénat, a disparu. Avant de renfermer les portes de cette prison dorée, nous allons rapprocher par la pensée celle qui ne fut que la femme d'Henri IV et la mère de Louis XIII, de celui qui accompagna la régente lors de son premier exil à Blois. Vous allez voir un document étonnant. C'est le testament de celui que Marie sortit de l'ombre et qui devint envers et surtout contre elle l'un des plus grands premiers ministres que la France ait jamais connu, le cardinal de Richelieu. Voici ce testament. Je, Armand Jean Duplessis de Richelieu, cardinal de la Sainte Église romaine, déclare qu'ayant plu à Dieu dans la grande maladie en laquelle il a permis que je sois tombé, de me laisser l'esprit et le jugement aussi saints que je les ai jamais eus.
je me suis résolu à faire mon testament et ordonnance des dernières volontés. Et chose encore plus émouvante, à la fin de ce testament que nous ouvrons pour vous ce soir, nous lisons ceci. Et d'autant qu'à cause de ma dite maladie et des abcès survenus sur mon bras droit, je ne puis écrire ni signer. Ce 23 mars 1642 à Narbonne. Tandis que Marie de Médicis quitte l'histoire de France par la petite porte de cette chambre magnifique, elle laisse son palais aux sénateurs, son jardin à nos amours et aux enfants qui en découlent. Lorsque vous passerez près de la fontaine qui porte son nom, ayez une petite pensée pour elle. Il est si dur d'être Madame Henri IV. Oh, combien, mesdemoiselles, combien il est dur d'être Madame Henri IV. En effet, nous ne pouvons pas parler de Marie de Médicis sans parler du Béarnais d'Henri IV, son mari, et de parler, bien entendu, des femmes qu'il a pu aimer. Alors, voici 5 fois le Béarnais sur des cartes ici, n'est-ce pas? Bien, d'autre part, j'ai dans les mains, mesdemoiselles, 5 ravissantes dames dont le sourire a enchanté le regard d'Henri IV. Certaines d'entre elles sont tombées à coup sûr dans les bras d'Henri IV et dans son lit. D'autres ont su résister à ses avances, réputées pourtant irrésistibles. Alors, vous me direz si vous considérez qu'elles ont résisté ou pas, tout simplement au fur et à mesure. Voici tout d'abord la belle Corisande. La belle Corisande. À votre avis? Elle n'a pas résisté. Elle n'a pas résisté. C'était qui? Oui, c'était Diane d'Andoin, la comtesse de Guiche. Alors, nous la mettons avec Henri IV? Oui. Elle n'a pas résisté. La belle Corisande va avec Henri IV. Voici maintenant Henriette d'Entraigues. Qui n'a pas résisté non plus. N'a pas résisté non Qui plus. a été sa maîtresse en titre pendant très longtemps. C'est elle qui l'a été le plus longtemps, je crois. Qui a été sa maîtresse en titre. Voici maintenant Gabrielle d'Estrées. Aussi. Qui n'a pas résisté non plus. Qui n'a pas résisté. Non. Eh bien, dites donc, il est vraiment irrésistible. Voici maintenant Léonora Caligari. Elle n'a jamais été la maîtresse d'Henri IV. C'était la suivante de Marie de Médicis. Donc, Non. nous l'enlevons, on n'en met pas. Et enfin, Charlotte de Montmorency, que voici. Charlotte de Il Montmorency. était amoureux de Charlotte de Montmorency, mais je ne sais pas. Non, non, il n'a pas été. Non, non. Non, non, elle a épousé Condé et. Enfin, il est parti tout de suite avec sa femme à Bruxelles et il a d'ailleurs failli y avoir une guerre à cause de ça. Vous ne la mettez pas donc Non, dans non. le lit d'Henri IV? Non, non. Bien, je l'enlève. Alors maintenant, je vous pose la question. Vous avez placé 3 oui et 2 non. Droit à l'erreur ou pas? C'est bon. Je crois que c'est bon, C'est mais bon. pour... Attention, il y aura une autre question derrière. Oui, hein. mais il y a une autre question derrière. Mais là, non, Charlotte de Montmorency. Vous ne pouvez non. poser qu'un droit à l'erreur par épreuve, je vous le rappelle. Non, ça doit être bon. Non, En principe, c'est bon. En principe, c'est bon. oui. En principe, Ah c'est oui. bon. Bien, si en principe c'est bon, nous allons le vérifier. Alors c'est très simple. Si vous avez bien répondu, nous allons retrouver les personnages au dos de la carte associée à Henri IV. Et si, bien entendu, ils n'y sont pas, nous ne trouvons qu'Henri IV seul de l'autre côté. Vous allez voir, vous allez comprendre. La belle Corisande, vous l'avez mise avec Henri IV. Oui. Nous allons voir. Eh bien, vous voyez que nous la retrouvons, en effet, avec Henri IV, comme sur un jeu de cartes. Vous voyez? Bien. Donc, une bonne réponse. Vous avez dit que Entraigues était également la maîtresse d'Henri IV. Alors, nous vérifions. Et vous avez encore raison. Vous avez dit que Gabrielle d'Estrées était tombée dans les bras d'Henri IV. Et enfin, je pense que beaucoup de nos téléspectateurs l'avaient trouvé comme vous. Et maintenant, il reste 2 personnes. Alors, vous avez refusé de placer la Caligari et Montmorency. Caligari, nous regardons. Si elle n'est pas là, vous avez gagné. Il est tout seul. Tout va bien. Et Montmorency, va-t-il être tout seul? Oui, il est tout seul. Vous avez eu raison. Et pour l'instant, il faut jouer serré, car il faut que Geneviève récupère. Vous avez vu combien elle a souffert aujourd'hui. Elle a fait juste le temps la première fois, donc attention. Alors, pour la deuxième question, nous allons nous écarter un peu et nous allons tourner le décor.
Vous allez être étonnés car nous allons voir des visages très récents. En effet, nous allons découvrir des vedettes actuelles. Approchez-vous tout près de ces boutons. Bien. Vous reconnaissez bien sûr Fabienne Serra, qui est de Grenoble, Annie Cordy pour Bruxelles, Lynn Renaud pour Armentières, Mireille Mathieu pour Avignon et Mireille d'Arc pour Toulon. Bien. Alors, en 1610, c'est-à-dire au moment où Henri IV est assassiné, où en est la France au point de vue de ses frontières, quelles sont encore les possessions étrangères? Si vous considérez que ces personnes, si elles étaient nées en 1610, bien sûr, elles sont beaucoup plus âgées aujourd'hui, mais si elles étaient nées en 1610, étaient françaises, vous mettrez oui, en allumant tout simplement la lampe correspondante. Si vous considérez qu'elles n'étaient pas françaises, vous ne mettrez rien du tout. Vous n'allumez rien. Donc, est-ce que Fabienne Serra de Grenoble aurait été française si elle était née en 1610? Je crois que je ne pense pas. Non. Non, n'aurait pas été. Fabienne Serra. Grenoble, non. Grenoble, vous ne pensez non, pas que Grenoble non. était français? Vous ne l'allumez pas? Non. Bien. Annie Cordy. Bruxelles non plus. Non C'était plus. les Pays-Bas de... Lynn Renaud. Armentières. Armentières non plus. Non plus. Avignon, Mireille Mathieu. 1610. Avignon... Est-ce que ça se trouve? Avignon, c'est Oui, la région. oui, mais il faut quand même situer sur la carte. Avignon. Mettez-vous un peu plus de face aux caméras, on vous voit trop de dos là. Voilà, Avignon. Avignon. C'est pas sûr. Et Toulon? Toulon, je crois que oui. Toulon était français? Toulon, oui, était français. Oui. Alors mettez le 5e bouton pour Toulon. Et Voilà, il y a Avignon, un oui qui est allumé. que je réfléchisse. Et pour Avignon? Avignon. Je vous donne 30 secondes. Là, je nage carrément. Oui, Avignon. Encore 10 secondes. Disons non, enfin, je ne crois pas. Sur le Rhône. Bon, droit à l'erreur ou pas? C'est la troisième. C'est la deuxième question de l'épreuve. Donc, Et c'est quelle épreuve? C'est la troisième. Troisième, oui, droit à l'erreur. Droit à l'erreur. Oui. Allez, droit à l'erreur. Bon. Eh bien voilà. Je vais moi allumer maintenant la série de carrés qui sont ici. Et bien entendu, seul un oui doit s'allumer. Si un autre s'allume, c'est que vous avez perdu forcément. Vous avez dit donc que Grenoble, Bruxelles, Armentières, Avignon n'étaient pas français, que Toulon l'était. Nous sommes bien d'accord? Oui. Je peux allumer? Vous avez pris un droit à l'erreur, donc c'est sans risque. Oui, je crois qu'Avignon. Vous avez eu bien raison, car Grenoble était français. Eh oui, mais Toulon y l'était, et par contre, ni Avignon, qui était un état du pape, ni Armentières, ni Bruxelles, n'étaient français. Et ouf! Heureusement, vous avez utilisé à bon escient votre droit à l'erreur. Donc, encore une fois, l'épreuve est réussie. Bravo, mesdemoiselles. Et le sport peut récupérer, c'est l'essentiel. Car maintenant, nous jouons contre la montre. Nous allons passer à la 4e épreuve. Et après Henri IV, nous parlerons de son fils, Louis XIII. Et même, vous allez voir, plus précisément même, du moment où Louis XIII va passer aux actes pour créer le petit-fils de Henri IV. Voici la 4e épreuve. Après 22 ans de mariage, le roi Louis, 13e du nom, n'a toujours pas d'héritier. Précisons que depuis plus de 10 ans, Sa Majesté ne présente plus ses hommages à son auguste épouse, ce qui est une raison majeure. Louis aime d'un amour platonique la jolie Louise de Lafayette qu'il a placée au couvent sous le nom de sœur Angélique. En ce soir de décembre 1637, Louis XIII quitte précisément sa bien-aimée. Il doit rejoindre sa résidence de Saint-Maur pour y passer la nuit. Or, les circonstances atmosphériques et un complot subtil vont changer le cours de l'histoire de la France. Sœur Angélique. Oui, ma sœur. J'arrive du Tour, j'ai tout entendu, cela ne se fera pas. Expliquez-vous, ma sœur. Au moment de sortir, le capitaine a dit à Sa Majesté qu'il y avait grand danger de se rendre à Saint-Maur avec une tempête pareille.
Oui, alors? Alors le roi a répondu que Sœur Angèle lui avait déjà dit, mais qu'il était décidé d'attendre. Et il a fait comme ça. Alors le capitaine a dit qu'il valait mieux s'acheminer vers le Louvre où Madame la Reine serait aise de lui donner gîte couvert. Alors? Ah, bah alors le roi fait encore comme ça. Et presque en colère, il a dit que son nécessaire de nuit était resté à sa mort et qu'il n'avait pas l'intention de se rendre chez cette dame qui avait la fâcheuse habitude de veiller fort tard. Alors? Ben alors, rien, ma sœur. Ils sont là, ils attendent. Restez aux nouvelles. Et nous, ma sœur, prions. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Sœur Angélique, le capitaine part à l'instant pour le Louvre, où Sa Majesté se résigne à rendre visite à Madame la Reine. Dieu soit loué. Le roi, avant de partir, vous redonne le bonsoir. Qu'il en soit remercié. Souhaitez-lui une bonne nuit. Une très bonne nuit. Que Dieu exauce notre désir et fasse naître le sien. Prions, ma sœur, prions. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedictus vos tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena. Le roi soupe avec la reine. Tout est à son goût et Sa Majesté fait honneur au vin, qui, paraît-il, est fort bon. Dieu fasse qu'ils n'en boivent pas trop. Et pourquoi, ma sœur? Le bon vin endort, ma sœur. Et alors? Alors, Rien. Faites savoir au couvent des alentours la nouvelle de cette soirée. Et que nos prières réunies fassent que le roi et la reine... Allez, ma sœur, allez. Et tenez-nous au courant. Et nous, ma sœur, prions. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedictus tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia Dominus tecum, benedictus tui, Iesus. La reine est au lit et le roi a mis sa robe de nuit. Mais il paraît qu'il y aurait des ennuis. Des ennuis, ma sœur? Ben oui, le messager m'a dit que le nécessaire du roi était resté à sa mort et au Louvre, il n'y a qu'un lit. Le lit de la reine. Remercions la Vierge Marie de n'avoir laissé que celui-là, ma sœur. Et prions pour que cette nuit soit féconde. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedictus Iesus. Benedictus tui, Sancta Maria, Mater Dei, peccatoribus, Amen. Ave Maria. Et Louis XIII resta au Louvre jusqu'à l'aube. Le 20 janvier, la nouvelle était officielle, la reine était enceinte. Le 22 avril, le fruit royal remua, et le 5 septembre, 9 mois, jour pour jour après le pieux complot, naissait Louis Dieudonné, qui allait devenir Louis XIV. Naturellement, une telle conception allait déchaîner les mauvaises langues, et on assura que le fils d'Anne d'Autriche n'était pas de Louis XIII. Eh bien, mesdemoiselles, voici, figuré par Patrick Clair, dans un même lit, si vous voulez bien, voilà 5 personnages. Bon, en effet, on a prétendu que beaucoup de personnes auraient pu être le père de Louis XIV. L'histoire aujourd'hui ne retient que Louis XIII. Mais cela dit, bon, on a prétendu.
Alors, nous avons là Buckingham, le duc de Beaufort, Comminges, le comte de Moret et Mazarin. Alors, vous ne laissez la tête en haut que ceux que vous considérez comme possibles, qui auraient pu être le père de Louis XIV, et vous faites disparaître, je les ferai disparaître dans le lit sous les couvertures, ceux qui vraiment n'ont pas pu être le père de Louis XIV, pour moult raisons, parce qu'ils n'étaient pas là, parce qu'ils étaient peut-être déjà morts, etc., etc. Vous voyez ce que je veux dire? Bien. Alors donc, nous commençons par Buckingham. Aurait-il pu être le père de Louis XIV? Mais il n'était pas déjà retourné en Angleterre? Vous voyez bien la date? Alors, j'appuie sur sa tête ou pas? Oui, il était déjà retourné en Angleterre, il était peut-être même déjà mort. Parlez un peu plus fort. Donc, alors, il était peut-être déjà mort, dites-vous. Peut-être, Donc, on le fait disparaître. Oui. Alors, quand on le fait disparaître, vous avez remarqué, il y a ses pieds qui apparaissent parce que nous n'avons pas assez de couverture. Bon, alors il a disparu. Bon, le duc de Beaufort. Anne d'Autriche avait beaucoup d'amitié pour lui. Non, encore, c'est les mauvaises langues, encore une fois, n'est-ce pas? Voyons les choses possibles, simplement. Possibles. Hein, possible. Il était peut-être emprisonné aussi. Est-ce que ce serait possible, hein, simplement, vous me dites? Hein? Il devait être emprisonné, il me semble. C'est possible, oui. Mais c'est possible? Mais s'il est en prison... Ah non, mais attention, je ne dis pas, moi je ne sais pas. On le laisse possible ou pas? Vous me faites ce que vous voulez. Possible. Possible. Comminges. Comminges, oui, Comminges. Est-ce que c'était possible? Il est intermédiaire de la reine. Je ne crois pas, non. Vous le voyez impossible? Oui. On le fait disparaître? Ces petits petons vont apparaître en dessous. Voilà. Moret. Le comte de Moret. Je ne pense pas non plus. Non, je ne pense pas non plus. On le fait disparaître? Oui. Allez, youp. Oui, et je Il est parti. Et Mazarin? Et Mazarin, je crois que c'est impossible Impossible. aussi. Impossible, on le fait disparaître aussi? Bon. Impossible. Voilà. Il n'en reste qu'un dans le lit, je vous signale. Pendant tous les autres ont disparu sous les couvertures. Bon. Nous sommes d'accord? Droit à l'erreur ou pas? Faut vous décider, mesdemoiselles. Oui. Droit à l'erreur ou pas? Droit à l'erreur. C'est un peu dans le flou, là. Oui, droit à l'erreur. Droit à l'erreur. Alors nous allons voir si vous avez eu raison, car vous ne pourrez plus en prendre un autre sur la deuxième question de cette épreuve. Si vous n'avez pris pour rien, ce sera dommage. Vous avez éliminé Buckingham au départ. Alors je vais tirer un peu plus sur ses pieds et je vais voir. Il était mort, donc c'était pas possible. Vous aviez raison. Le duc de Beaufort, est-ce que c'était possible? Vous l'avez laissé. Possible, en effet. C'était possible. Comminges, vous l'avez fait disparaître. Je tire sur ses pieds. Aïe, aïe, aïe. C'était possible. Encore une fois, rien ne le prouve, mais c'était possible. Le comte de Moret, vous l'avez fait disparaître. Vous avez raison, il était mort. Mazarin, vous l'avez fait disparaître. Vous avez raison, il était en Italie. Donc, c'était possible pour Comminges. Une erreur, rattrapée par votre droit à l'erreur. Vous êtes sauvé pour l'instant, mais il reste encore une question dans cette épreuve, et nous allons la voir tout de suite ensemble. Je vais vous demander de bien vouloir me suivre. Mesdemoiselles, nous allons aller dans une galerie de tableaux. Voulez-vous venir par ici et vous installer tranquillement sur ces deux fauteuils qui vous tendent les bras. Voilà. Bien. Alors, voici devant vous des dames fort célèbres. Il y a là Martine de Beausoleil, que vous connaissez, je suppose. Ensuite, nous avons Madame de Lafayette, que vous connaissez aussi, bien sûr. La grande mademoiselle. Ninon de l'Enclos. Et enfin, Louise de Marillac. D'autre part, j'ai là, près de moi, un certain nombre de symboles. Un pic pour la mine. Une croix pour la religion. Un cœur pour les histoires de cœur. Un canon pour la politique, car souvent il me détaillait. Et enfin, un encrier et une plume pour les lettres.
Alors vous allez tout simplement attacher sous chacune de ces dames le symbole qui lui convient. Nous allons commencer, si vous le voulez bien, par celui que vous voudrez. Nous allons commencer par Martine de Beausoleil. Qu'est-ce que j'accroche sous Martine de Beausoleil? Le pic. Pour la mine, c'était une femme qui recherchait les mines avec son mari. Et Qui recherchait des mines. Qui recherchait les mines et qui a d'ailleurs, pour ça, été emprisonnée parce que les gens trouvaient ça un peu bizarre. Que ça tirait de la sorcellerie. Oui. Bien, alors nous mettons le pic à Martine de Beausoleil. Ensuite, nous avons Madame de Lafayette. L'encrier. L'encrier, femme de lettres, Un écrivain. bien sûr. Nous pouvons peut-être citer une œuvre principale, Oui, la princesse de Clèves. par exemple. Voilà. Ensuite, en ce qui concerne la grande mademoiselle, Le canon. le canon, elle s'occupait beaucoup de politique, la grande Oui, mademoiselle. et elle a tiré sur les troupes royales. Elle a fait tirer sur les troupes royales de la Bastille. Donc, le canon. Oui. Boum. Il reste le cœur et la croix, alors pour Ninon de l'Enclos. Ninon de l'Enclos, le cœur. Le cœur. Et enfin, La pour croix. Louise de Marillac, la croix. La croix. Pas de droit à l'erreur, vous ne Non. pouvez pas prendre. Alors on C'est vrai. vérifie, mais là vous semblez détendu. Oui. Ça va, ça va. Bon. Alors je vais retourner les tableaux. Si au dos du tableau il y a une gravure représentant justement la concordance avec le symbole que nous avons mis, tout ira bien. Alors là, nous devrions voir des travaux, de l'industrie, quelque chose. Martine de Beausoleil, hop. Et vous avez raison, en effet, c'est bien une femme qui rechercha des mines et qui fut emprisonnée à cause de cela. On peut dire qu'elle fut un précurseur dans ce domaine. Madame de Lafayette, eh bien sûr, femme de lettres, la princesse de Clèves était derrière. La grande mademoiselle qui tira au canon, vous l'avez dit. Eh bien oui, nous voyons là d'ailleurs, symbole de la guerre et de la politique. Nous avons ici Ninon de l'Enclos, nous avons peut-être trouvé derrière une gravure licencieuse, puisqu'il s'agit de cœur. Et voilà, elle est bien en place. Et enfin, Louise de Marillac, les ordres, la religion. C'était parfaitement exact. Vous avez donc parfaitement trouvé. Bravo! Eh bien, nous allons passer à la dernière épreuve. Tout va bien pour Geneviève Gambillon, car vous la laissez se reposer. Il ne faudrait pas chuter dans la dernière épreuve, car je crois qu'elle aura beaucoup de mal à faire 2 fois la performance aujourd'hui. Donc, détendez-vous bien, et vous allez voir que c'est assez détendant. Car en effet, nous allons retrouver une émission que vous connaissez bien, qui a un très grand succès sur Antenne 2, c'est Apostrophe. Mais à Apostrophe, aujourd'hui, c'est José Arthur qui a remplacé Bernard Pivot et qui reçoit des grandes dames du grand siècle. Voici la 5e épreuve. Bonsoir. Ce soir, nous avons l'honneur à Apostrophe de recevoir 2 invités de marque. Tout d'abord, Madame, belle-sœur du roi Louis, 14e du nom, qui vient de publier à l'Union Générale de l'Édition un recueil de correspondances qu'elle a signé de son surnom, La Palatine. La Palatine. Et nous accueillons également la marquise de Sévigné, dont les éditions de la Pléiade publient des lettres inédites. Alors, Madame la Marquise, bien qu'Apostrophe, nous n'ayons pas l'habitude de tenir compte des préséances, nous allons commencer, si vous le voulez bien, par le livre de Madame. C'est la moindre des choses. Merci. Madame, on peut dire sans vous offenser que vous n'y allez pas, comme on dit, avec le dos de la cuillère, parce que j'ai noté quelque part que vous dites être carré comme un cube. Oh, voyons. Mais il vous faut des lunettes ou quoi, mon petit Arthur? Enfin, cette franchise, cette rudesse de langage, je dirais même, n'est-ce pas, se retrouve dans votre œuvre littéraire. Mais oui, on ça. Quand j'écris la vieille ordure, il s'agit bel et bien d'une vieille ordure, faites-moi confiance. Oui. Et je lis à plusieurs reprises, j'ai noté, que vous parlez d'une vieille ripopée. Oui. Alors, peut-on savoir... Eh bien, écoutez, il s'agit de la maintenant. Cette vieille guenipe qui sait comment gouverner son homme pour rester maîtresse de lui, ça, faites-lui confiance. Alors justement, Madame la Marquise, puisque voilà le nom jeté en clair, disons-le, on le sait tous maintenant, vous parlez aussi de cette liaison du roi dans votre correspondance. On dit tant de choses. Oui, et ce qui, vous le signalez, à une autre page, fait enrager Madame de Montespan. Mettez-vous à sa place et songez au martyr que souffre son orgueil. Qui n'a d'égal que sa rancune. Alors, page 33, princesse, c'est à vous. C'est à moi. Vous risquez un parallèle entre Madame de Montespan et Mademoiselle de la Vallière, Oui. la précédente maîtresse de Sa Majesté, et je vous cite intégralement, la Montespan était plus blanche que la Vallière, mais elle avait l'air plus effrontée.
Au moins la Vallière était fort propre, alors que la Montespan était fort sale. Eh ben, si je l'ai écrit, c'est que c'est vrai. Ça, tout le monde a pu le constater. N'est-ce pas, Marquise? N'est-ce pas un mal du siècle? Ah oui, bien sûr. Mais moi, je me lave chaque semaine. C'est votre droit. Ah oui, bien sûr, mais je m'en suis fait un devoir, madame. La marquise, elle aussi, cite souvent la Montespan, mais son langage est quand même moins pimenté. Oui, moi, je l'appelle l'enrhumé, tout simplement. Oui, mais ce n'est pas celui-là auquel j'avais pensé. Page 851, vous voyez, j'ai tout lu, c'est copieux. Vous écrivez, cette dame passe tous les soirs 2 heures avec Sa Majesté. C'est une certaine dame de maintenant ou de maintenant. C'est peut-être une faute d'impression. Oui, c'est devenu une prédiction impressionnante. Sans doute. Bon, ben, autre jugement qui me semble non dénué d'intérêt, page 142, là, en arrière. Vous parlez de la princesse, mais ici présente. Oui. Alors, là, je vois qu'il est important de rappeler que la princesse est d'origine allemande. C'est ça. C'est important. Et vous dites, quelle chance d'avoir une femme qui n'entend pas le français. Mon Dieu. Oui, et laissez-moi j'achève. Quand elle a quelque incommodité, elle se promène et s'en guérit, dit-on, par l'exercice. Moi, vous savez. Et vous concluez, laissons-la aller, elle fera bon voyage. Quoi? Oh non, mais qu'est-ce que vous avez voulu insinuer? Rien du tout, princesse. Vous savez bien que je suis incapable de mettre de l'huile sur le feu, mais de rendre témoignage à Excusez-moi, deux témoins franchement, très ce que vous vouliez me importants de dire. notre temps. Non, parce que je vais vous dire une chose. Quand vous Référence, mais non, l'insinuez pas, vous écoutez, persiflez. mesdames. Non, d'ailleurs, l'émission est terminée. J'ai trop de Il est respect pour vous répondre 9h28 sur le à peu C'est cela. près. Eh bien, écoutez, Si, vous répondrez à votre fille. Elle se chargera de mettre les lettres de mesdames, côté. je rappelle Votre les fille, parfaitement titres de votre ces fille. livres Vous l'écrivez à votre fille que consacrés pour aux faire mettre belles les lettres, lettres de côté. correspondance de la princesse Palatine à l'Union Générale de l'Édition et les lettres de Madame de Sévigné à l'édition de la Pléiade. Alors la semaine prochaine, des livres consacrés aux défauts et aux qualités avec 3 auteurs, Racine, La Fontaine et un jeune comédien, acteur, un certain Molière. Bonsoir. Bonsoir. C'est terminé? Oui, c'est terminé. On a été quelle heure est-il? C'était là demi, 9h30 pile. On était bien, hein? Impeccable, vous avez fait les Donc, C'était pas mal, oui, c'était pas mal. Moi, je crois que j'ai vu un petit peu. Eh bien, en attendant ce rendez-vous qui, à coup sûr, aurait fait le plein devant le petit écran, nous allons parler d'un homme qui lui aussi fut un grand amoureux de la dame. Je vais parler de Louis XIV. Vous voyez là de dos, par ordre alphabétique ou presque, quelques-unes de ses plus célèbres favorites. Nous avons tout d'abord la dame de Beauvais, puis mademoiselle de Fontanges, puis nous avons madame de Montespan, madame de Maintenon, et enfin Louise de la Vallière. Et puis alors devant, nous avons placé des surnoms qu'on leur avait donnés à cette époque. Il y a la belle idiote, la belle indienne, Cato la borgnesse, Cantova et la petite Violette. Alors à vous de redonner à ces dames leurs surnoms. Alors commençons par Anne de Beauvais, la dame de Beauvais, excusez-moi. La dame de Beauvais, est-ce que l'on l'a nommée la belle idiote, la belle indienne, Cato la borgnesse, Cantova, la petite Violette? On l'a surnommée Cato la borgnesse. Cato la borgnesse pour la dame de Beauvais, voilà qui est fait. Alors maintenant, mademoiselle de Fontanges. Alors, est-ce que... Pardon? La belle idiote. La belle idiote, c'était très méchant, dites-moi. Bon, la belle idiote, voilà. Nous continuons, nous progressons. Madame de Montespan, la petite Violette, la belle indienne, Cantova. Cantova. Cantova, pour Madame de Montespan, voilà qui est fait. Il nous reste maintenant la belle indienne et la petite Violette pour Madame de Maintenon. La belle indienne. La belle indienne est bien Non, placée. oui. Et la petite Violette pour la mademoiselle de la Vallière. Voilà. Vous êtes sûr de vous? Oui. Pas de droit à Pas de droit à l'erreur? l'erreur, non. Hein? Hop, on y va détendu alors. Vous êtes certaine, hein? Attention, il ne faut pas que Gambillon reparte, sans ça vous êtes peut-être perdu. Non, On y va? Oui, on peut y Bon, aller. alors je vais les appeler maintenant par le nom que vous leur avez attribué, et si c'est exact, elles vont se retourner, car vous remarquez qu'elles sont toutes de dos pour l'instant, n'est-ce pas? Bon, alors attention, j'appelle d'abord Cato la borgnesse. C'était bien elle, la voilà, coucou. Bon, pour mademoiselle de Fontanges, je l'appelle la belle idiote, et elle se retourne, avouez franchement que c'est vexant. Madame de Montespan, Cantova arrive, décidément tout est bon pour l'instant. Ah, Madame de Maintenon, la belle indienne, elle apparaît également. Et enfin, Louise de la Vallière, petite Violette, et la petite Violette apparaît. Bravo, mesdemoiselles, première épreuve réussie. Très vite, nous allons, si vous le voulez bien,
je vous en prie, revenir dans le décor où nous nous trouvons au départ, vous vous installez, et nous allons regarder notre écran de télévision, car nous allons terminer en parlant de la condition des Françaises sous le règne de Louis XIV. À chaque proposition, nous vous citerons 2 chiffres. À vous de trouver le bon. Tout d'abord, au temps de Louis XIV, il y avait 5 millions ou 10 millions de femmes. 5 millions. 5 millions, je crois. 5 millions, on enlève donc 10 millions. Voyons maintenant l'autre affirmation, ou l'autre choix plus exactement. L'âge moyen de vie au temps de Louis XIV était-il de 25 ou de 30 ans? L'âge moyen de vie. 25, je crois, oui. 25 ans, on enlève donc 30. Passons au choix suivant. En moyenne, je dis bien en moyenne, hein, en moyenne. La femme avait 9 ou 5 enfants, en moyenne. 9. 9 enfants de moyenne, on enlève donc le chiffre 5. Ensuite, l'âge légal du mariage de la femme était 12 ans ou 14 ans pour la femme. 14 ans. L'âge légal du mariage pour la femme, au temps de Louis XIV, 12 ou 14? 12 ans, moi je dirais 12 ans. 12 ans et vous 14. Vous décidez. 13. Attends, non, ça j'ai pas 13, j'ai que 12 ou 14. Non, bon. 12. 12, oui, aussi. 12. Véronique se laisse convaincre par Marie-Geneviève, c'est l'aîné, il faut dire. Bon. 12 ans. Et enfin, dernier choix, en pourcentage, les femmes du peuple capables de signer leur nom étaient 10% ou 14%? 10%. 10%. On enlève 14%. Et on prend un droit à l'erreur. Et on prend un droit à l'erreur puisque vous avez le droit et vous avez bien raison d'assurer. On va voir si vous aviez raison. Nous vérifions tout de suite les réponses. Il y avait combien de femmes sous Louis XIV? 5 ou 10 millions? Je suis désolé, il y en avait 10. Première erreur. Âge moyen de vie, 25 ou 30 ans? 25 ans, vous aviez raison. Moyenne d'enfants, 5 ou 9? 9, vous aviez raison. Mariage, 12 ou 14? 12 ans, vous aviez raison. Signature, 10%, 14%? Non, quand même 14% savaient signer leur nom. Vous auriez fait 2 erreurs là, et si vous aviez pris le droit à l'erreur sur la précédente, c'était perdu et peut-être fatal. Donc, Geneviève Gambillon ne partira pas une deuxième fois aujourd'hui, et je crois que c'est tant mieux pour elle, car elle a fait, je le rappelle, juste le temps réclamé, 2 minutes 46. Bravo Marie-Geneviève, bravo Véronique Cousin. Et bien sûr, nous demandons, voilà que on applaudit dans le public, je vois que les comédiens qui sont réunis sur le plateau et qui ont participé à notre émission vous applaudissent également. Merci à tous nos amis, José Arthur, Bernard Pivot, au milieu de tous, n'est-ce pas, qui dirige Sentiment. Eh bien, passons la parole un instant à Roger Coudert pour connaître les impressions de Geneviève. Oui, de Geneviève qui a eu peur. Il faut bien dire, elle a eu très peur. Elle a fait, vous l'avez vu sur le chronomètre d'ailleurs qui passait sur l'écran, moi je ne voyais rien. J'étais tellement ému d'ailleurs, je ne voyais rien du tout. Et les 2 chronométreurs étaient d'accord, 2,46 juste. Et avec notre chronomètre également 2,46. C'est-à-dire que vous êtes passé très très près de la chute. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est exact. Pour donner la définition exactement du temps juste, pour moi c'est assez difficile parce que je me suis rendu compte que tout le long du parcours, il n'y avait pas le même rendement. Exactement pour trouver une excuse, je crois que c'était c'est pas une excuse, une explication. Hier, ça a eu une explication. Moi je pense que Geneviève n'était pas suffisamment concentrée avant l'émission. C'est ce qu'on m'avait dit, oui, elle n'était pas assez concentrée. Je crois que si elle avait eu un deuxième effort à faire, je crois que ça allait mieux après. Ben voyez-vous, alors ça va mieux au fur et à mesure. Ça passé comme ça quand même. Oui, je le crois. Et maintenant, c'est 2,44 la semaine prochaine. 2,44, si ça avait été 2,44 aujourd'hui, c'était la chute. J'ai l'impression que vous partez très vite et que vers la fin, vous ouvriez la bouche, j'ai l'impression que vous ne pouvez plus respirer. Pas tout à fait la respiration, mais c'est surtout le braquet, puisqu'on croit que c'est un terrain uniquement plat, mais c'est faux. Il y a des légers faux plats qui sont, c'est-à-dire en fin de parcours, qui est très difficile à emmener au point de vue braquet. Et vous avez perdu combien de kilos aujourd'hui? Je vous vois suer d'une façon extraordinaire. Combien de kilos? Bien, je ne peux pas dire les kilos, mais... 1 kilo. Alors 1 kilo de moins. Mais enfin, vous êtes costaud, vous pouvez tenir le coup. La Gambille, parce que maintenant vous êtes célèbre sous le nom de la Gambille, puisque vos amis vous appellent la Gambille, pourquoi pas nous, puisque nous sommes des amis. Alors, merci la Gambille, et à lundi prochain, à vous Pierre Enmar. Merci Geneviève Gambillon, merci mesdemoiselles. Nous nous retrouvons donc la semaine prochaine. La semaine prochaine, nous irons du siècle Louis XIV à la Révolution. Donc, rendez-vous à la semaine prochaine pour La Tête et les Jambes. Je vous souhaite, bien sûr, maintenant sur Antenne 2, une très bonne fin
de soirée. Au revoir.